Au Tchad, les élections législatives devraient finalement avoir lieu le 24 octobre 2021, une date validée par une coalition de 60 partis politiques, mais d'autres formations estiment qu'elles ne sont pas tenables. Au Cameroun, une attaque à la grenade dans un camp de réfugiés du nord du pays a fait au moins 18 morts. L'attaque a été attribuée aux militants présumés de Boko Haram. L'Afrique du Sud a désormais dépassé le seuil de 500 000 infections au Covid-19, devenant ainsi le 5e pays le plus touché au monde par la crise sanitaire, une crise ponctuée de polémiques et d'accusations de corruption. Très heureux de vous retrouver ce mois d'août. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. L'Afrique du Sud désormais dépassé le seuil de 500 000 infections au Covid-19. La nation arc-en-ciel est ainsi devenue le 5e pays le plus touché au nouveau coronavirus à travers donc le monde. Une crise ponctuée de polémiques et d'accusations de corruption. Week-end écoulé, l'Afrique du Sud a dépassé la barre peu enviable du demi-million de personnes contaminées au Covid-19. Officiellement, on aura dénombré 8153 victimes du coronavirus. Des chiffres sous-estimés selon des experts qui observent une hausse de 60% des décès sur les registres nationaux par rapport à l'an dernier. Selon certains, le bilan serait aux alentours de 22 000 morts. Autre polémique dont doit se justifier le président Cyril Ramaphosa, celle concernant les accusations de corruption dans la gestion des fonds publics alloués pour la crise sanitaire. De nombreuses affaires apparues ces derniers jours touchent des collaborateurs directs du président. Cette semaine, c'est la plus proche collaboratrice du président, sa porte-parole, Kouchila Diko, qui a renoncé temporairement à ses fonctions. La cause, un contrat public de 7 millions de dollars passé entre la province du Gauteng et l'entreprise de son mari pour fournir des masques chirurgicaux avec un devis 5 fois supérieur au prix initial. Petite entaille au contrat, en effet, les masques étaient vendus 3,40 $ l'unité contre normalement 70 centimes comme l'indique la loi. Les contrats publics irréguliers avec des proches de l'ANC s'enchaînent. Les fils du très controversé numéro 3 du parti, Assé Magashule par exemple, mais aussi la fille de l'ancienne ministre de la Communication, Nouvoula Mokonyane, ou encore le fils du président, Andil Ramaphosa, déjà soupçonné dans une affaire de détournement de fonds l'an dernier. Remontée et déçue, l'opposition monte au créneau et appelle Cyril Ramaphosa à répondre de ces accusations. Pour toute réponse, le président a rétorqué qu'il était inconcevable que des individus s'enrichissent sur les fonds alloués à la crise sanitaire. Au Cameroun, une attaque à la grenade dans un camp de réfugiés au nord du pays a fait au moins 18 morts. L'attaque a été attribuée aux militants présumés de Boko Haram. Le reportage pour plus de précision. Week-end douloureux dans un camp de réfugiés au nord du Cameroun. De sources sécuritaires, des militants présumés du groupe islamiste Boko Haram y ont tué au moins 18 personnes lors d'une attaque à la grenade. On y dénombre par ailleurs au moins 11 blessés et d'importants dégâts matériels. Une situation qui relance de plus belle la question des foyers de tension persistantes dans le nord du pays liés aux attaques djihadistes de tout genre. En 2014, le président camerounais Paul Biya annonçait solennellement son entrée en guerre contre Boko Haram, présent surtout au nord. 6 ans plus tard, et malgré les lourds moyens militaires investis, la menace n'est pas anéanti, bien au contraire. Si le Cameroun a été l'un des pays qui a le plus subi ces dernières années les assauts meurtriers de Boko Haram, le groupe djihadiste reste plutôt discret dans la couverture médiatique locale. Cela depuis l'émergence en 2016 de la crise anglophone. Le conflit contre la secte djihadiste est alors progressivement sorti des radars. L'attention des autorités et de la communauté internationale s'est déplacée progressivement vers les zones anglophones. Pourtant, dans l'extrême nord, les attaques attribuées à Boko Haram ont repris de plus belle, mais sous forme d'une guerre silencieuse cette fois. Pour nombre d'observateurs, il y a nécessité et urgence à se mobiliser davantage et à continuer à combattre ce fléau. Boko Haram a prêté allégeance à l'État islamique et s'est rendu tristement célèbre par de nombreuses attaques meurtrières et enlèvements en Afrique de l'Ouest. Au Zimbabwe, l'écrivaine Tsitsi a recouvré sa liberté. Elle avait été arrêtée ce vendredi au cours d'une manifestation contre la corruption. La marche avait été pourtant interdite par les autorités hostiles à tout mouvement de protestation.
L'écrivaine zimbabwéenne Tsitsi, inculpée d'incitation à commettre des violences et d'avoir violé les mesures restrictives prises pour lutter contre le coronavirus, notamment l'interdiction des rassemblements, a été libérée contre paiement d'une caution de $65. Au total, 11 personnes arrêtées vendredi ont été remises en liberté, dont l'avocate et porte-parole du mouvement pour le changement démocratique, le MDC, principal parti d'opposition. Je suis heureuse d'être à l'aile libre, a déclaré l'écrivaine à sa sortie de détention. C'est une expérience que je n'ai jamais vécue, a-t-elle ajouté. Lors de son arrestation, elle réclamait notamment la libération de l'opposant Jacob Ngarivume, dirigeant du parti Transformer le Zimbabwe, ainsi que celle du journaliste lanceur d'alerte Hopewell Chinono. Tous deux, toujours incarcérés et accusés d'incitation publique à la violence, avaient appelé à la manifestation de vendredi pour protester contre la corruption et la crise économique au Zimbabwe. Hopewell Chinono a révélé récemment des scandales de corruption dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus au Zimbabwe qui ont conduit au limogeage début juillet du ministre de la Santé. Le récent livre de Tsitsi, dernier d'une trilogie, a été sélectionné par le Booker Prize en Angleterre. Le Zimbabwe est englué depuis une vingtaine d'années dans une crise économique qui se traduit par une inflation galopante et des pénuries de nombreux produits de première nécessité. Au Tchad, cette fois, les élections législatives, maintes fois différées, devraient finalement avoir lieu le 24 octobre 2021. Une date publiquement soutenue semaine écoulée par une coalition de 60 partis. Mais coup de tonnerre, d'autres formations estiment que les nouvelles dates ne sont pas tenables. Le 24 octobre 2021, sauf extraordinaire, les Tchadiens seront aux urnes pour élire enfin les nouveaux députés devant siéger à l'Assemblée nationale. À peine annoncée par la commission électorale, la nouvelle date a publiquement été soutenue par une coalition de 60 partis. Elle divise cependant les opposants. Si certains, comme François Iré Kertouma, coordonnateur de l'ATUS, trouvent que c'est une aubaine à saisir, Saleh Kedzabo, le président de l'Union pour la démocratie et le renouveau, y décèle un gros piège. L'ancien chef de file de l'opposition pense que les problèmes techniques de recensement et de la révision du fichier électoral doivent être réglés avant octobre 2021, auquel cas ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Il dit ne pas comprendre alors les arguments de la coalition. Quoi qu'il en soit, le scrutin reste très attendu. Il devra permettre l'élection de 166 députés contre 188 actuellement pour l'unique chambre du Parlement tchadien qui s'apparente davantage à une chambre d'enregistrement archi-dominée par le parti d'Idriss Déby Itno, le mouvement patriotique du salut, MPS. Si cette date du 24 octobre est confirmée, le scrutin se tiendra 6 mois après la présidentielle fixée au 1er avril. Idriss Déby Itno, 68 ans, élevé au rang de maréchal par le parti au pouvoir, pourrait bien être candidat à sa propre succession. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Cet ancien proche de Laurent Gbagbo et président d'une branche du FPI a promis gagner le scrutin. C'était devant ses partisans au cours d'un congrès extraordinaire. Pascal Affi-N'Guessan sera dans la course pour le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. L'ancien proche et dirigeant de l'une des branches du FPI, le Front populaire ivoirien, fondé par Laurent Gbagbo, a officialisé sa candidature ce samedi. Je suis candidat pour gagner et nous allons gagner parce que le RHDP a échoué, est exténué, obligé d'appeler Alassane Dramane Ouattara au secours, a déclaré Pascal Affi-N'Guessan à l'issue d'un conseil extraordinaire. Mon ambition est de fermer la sanglante parenthèse de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, ponctuée par des crises post-électorales depuis l'an 2000, a-t-il poursuivi. Depuis le transfèrement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à la CPI en 2011, le Front populaire ivoirien, son parti, est scindé en deux factions. D'un côté, les rénovateurs représentés par Affi-N'Guessan, de l'autre, les historiques baptisés les Gor Gbagbo-ouriens, qui ont boycotté depuis lors les scrutins en l'absence de l'ex-président dont ils ont le soutien. Le jeu politique a été bouleversé en Côte d'Ivoire par la mort inattendue début juillet du candidat du parti au pouvoir, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mercredi, pressé par son parti de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre, pour un troisième mandat, Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, a différé sa décision, invoquant le temps du deuil après la mort de son dauphin.
L'ex-président Henri Konan-Bédié, âgé de 86 ans, a été désigné le 27 juillet dernier pour être le porte-étendard du PDCI. L'ex-ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, ancien proche de Alassane Ouattara, s'est déclaré candidat à la présidence, une candidature dissidente du parti au pouvoir. On reste en Côte d'Ivoire avec Didier Drogba qui est candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Le footballeur ivoirien a pu réunir le nombre de parrainages nécessaires à sa candidature. Il entend contribuer à la renaissance du sport roi dans ce pays. L'ancien capitaine des éléphants ivoiriens avait subi un coup dur mi-juillet lorsque l'association des footballeurs ivoiriens avait refusé de le parrainer, mais il a réussi à obtenir 8 parrainages et le soutien d'un des 5 groupements d'intérêt nécessaires pour postuler à l'élection. Ce n'est pas tant être président de la Fédération ivoirienne de football qui m'intéresse, mais c'est la mission qui lie cette fonction, a affirmé devant une foule nombreuse l'ancien attaquant vedette de l'Olympique de Marseille et de Chelsea, âgé aujourd'hui de 41 ans. Notre football va mal, nous nous engageons à contribuer à la renaissance du football ivoirien, a poursuivi le joueur retraité depuis fin 2018. Je suis de retour et déterminé à apporter ma pierre à l'édifice, au renouveau et au développement du football ivoirien, a-t-il ajouté, estimant qu'il est très important pour moi de rendre au football ivoirien tout ce qu'il m'a donné. Après le dépôt des dossiers, la commission électorale dispose de 5 jours pour analyser et valider les différents dossiers de candidature. Outre Drogba, Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la fédération, soutenu par l'association des footballeurs, et l'actuel vice-président de la fédération et président de la Ligue Sori Diabaté ont déjà déposé leur candidature. La semaine dernière, la Fédération internationale des associations de football professionnel, la FIFPro, a suspendu pour non-respect des tests l'association ivoirienne de football après son refus de soutenir la candidature de Didier Drogba pour la tête de la fédération. Et c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. Très bientôt.